Est-ce qu'on t'a jamais dit que tu méritais moins que ce que tu désirais vraiment et tu as fini par y croire? Est-ce qu'il t'est arrivé de t'effacer doucement, de te faire plus petite pour ne pas déranger, de donner encore et encore à quelqu'un qui prenait sans jamais rendre? Et cette question, la plus difficile de toutes, celle qui fait un peu mal quand elle arrive vraiment, est-ce que tu te souviens encore de la femme que tu étais avant de commencer à attendre sa validation pour te sentir bien dans ta peau? Prends le temps d'y répondre honnêtement, parce que ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes, ce n'est pas une liste de conseils comme on en lit partout. C'est quelque chose de plus fondamental, de plus profond, quelque chose que la psychologie nous enseigne depuis des décennies sur la manière dont les êtres humains se traitent les uns les autres et sur la manière dont toi, précisément toi, tu peux transformer du tout au tout la façon dont les hommes et le monde entier te perçoivent. Non pas en changeant qui tu es, mais en retrouvant qui tu as toujours été. Si tu restes jusqu'à la fin de ce moment que nous allons partager ensemble, tu comprendras pourquoi certaines femmes obtiennent naturellement le respect, l'admiration et l'amour profond qu'elles cherchent, tandis que d'autres, tout aussi intelligentes, tout aussi belles, tout aussi méritantes, continuent d'accepter des miettes. Et tu repartiras avec des outils concrets, issus de la psychologie cognitive et de l'intelligence émotionnelle, pour ne plus jamais confondre l'une avec l'autre. Mais si tu pars maintenant, si tu te dis que tu verras ça plus tard, tu risques de continuer à répéter exactement les mêmes schémas qui t'ont coûté du temps, de l'énergie et peut-être des années entières de ta vie. Et ça vaut la peine de s'arrêter. À Vert, commençons par quelque chose de très concret, de très proche de la réalité quotidienne. Imagine une femme, appelons-la Claire. Claire a 60 et quelques années. Elle est élégante, elle a traversé la vie avec beaucoup de grâce, elle a élevé ses enfants, elle a construit une carrière, elle a aimé profondément. Et pourtant, il y a quelques années, Claire s'est retrouvée dans une relation où elle donnait tout. Elle texte en premier, elle s'adapte à ses disponibilités à lui, elle modifie ses projets du week-end pour s'aligner sur les siens. Elle s'excuse presque d'exister quand elle prend trop de place dans la conversation. Et lui, il est là, oui, mais à moitié. Il répond quand ça l'arrange. Il est chaleureux certains jours et distant d'autres, sans explication. Et Claire, au lieu de reconnaître ce signal très clair, se met à travailler encore plus dur pour mériter sa présence entière. Puis, tu reconnais peut-être quelque chose dans cette histoire. Pas forcément dans les détails, mais dans cette sensation très particulière de courir après quelque chose qui recule à mesure qu'on avance, cette fatigue qui s'installe non pas dans les jambes, mais quelque part plus bas, dans la poitrine. Cette espèce de lourdeur sourde qui te réveille parfois à 3 heures du matin avec une question que tu n'oses pas formuler clairement. Ce schéma que Claire vivait, la psychologie le connaît très bien. Il a un nom, plusieurs même, mais ce qui compte ici, ce n'est pas le nom. C'est ce qu'il révèle sur la dynamique fondamentale entre deux personnes et sur ce qui décide, presque automatiquement, de la manière dont quelqu'un va te traiter. Et si tu veux savoir ce que Claire a fait pour changer radicalement cette dynamique, eh bien je vais y revenir. Parce que ce qu'elle a compris est précisément le cœur de tout ce que nous allons explorer ensemble. Mais d'abord, il faut qu'on parle de quelque chose que beaucoup de gens préfèrent éviter, parce que c'est inconfortable. Il faut qu'on parle du signal que tu envoies, peut-être sans le savoir, chaque jour, dans chaque interaction. La psychologie sociale a démontré depuis longtemps que les êtres humains sont des lecteurs extraordinairement fins des signaux non verbaux et comportementaux, bien plus fins qu'ils ne le croient eux-mêmes. En quelques secondes d'observation, le cerveau humain capte une quantité phénoménale d'informations sur la valeur perçue d'une personne, sur son niveau de confiance interne, sur sa manière de se positionner dans le monde. Ces informations ne passent pas par les mots. Elles passent par la posture, le rythme de la voix, la façon de répondre ou de ne pas répondre, la façon d'occuper l'espace ou au contraire de se contracter pour en prendre le moins possible. Et voilà le point crucial, celui qui change tout si on le comprend vraiment. Les hommes, comme tous les êtres humains d'ailleurs,
traitent les autres en fonction du signal qu'ils reçoivent, pas en fonction de ce que tu mérites objectivement, pas en fonction de ta valeur réelle, de ton histoire, de ta profondeur intérieure, mais en fonction du signal que tu projettes. C'est là que réside à la fois l'injustice apparente de la situation et sa beauté cachée. Parce que ce signal, tu peux le changer. Et quand tu le changes, tout change autour de toi. Déjà, avant d'aller plus loin, je voudrais te dire quelque chose. Si ce que tu entends résonne en toi, si tu sens que ces réflexions touchent quelque chose de vrai dans ta propre expérience, alors je t'invite à rejoindre cette communauté en t'abonnant. Parce que ce que nous faisons ici, c'est exactement ce genre de conversation que tu n'entendras pas dans un dîner en famille. C'est de la psychologie appliquée à la vraie vie, à ta vie de femme, avec toute la complexité et la beauté que cela comporte. Et si tu as une pensée, une réaction, quelque chose que cette réflexion éveille en toi, écris-le dans les commentaires. Ces échanges ont une valeur que tu ne mesures pas toujours, non seulement pour toi, mais pour toutes les femmes qui lisent et qui se reconnaissent dans ce que tu écris. Déjà, revenons à ce signal dont je parlais. Espera, il faut qu'on comprenne d'abord pourquoi tant de femmes extraordinaires finissent par envoyer le mauvais signal. Non pas par manque d'intelligence, bien au contraire, mais souvent précisément parce qu'elles sont trop intelligentes, trop sensibles, trop capables d'empathie. Ce sont ces qualités mêmes, les plus belles, qui deviennent parfois le piège. Une femme très empathique va naturellement percevoir les besoins de l'autre avant les siens. Elle va sentir que lui est distant ce soir, et au lieu de se demander ce qu'elle ressent, elle va se demander comment elle peut l'aider à aller mieux. Elle va anticiper, elle va s'adapter, elle va lisser les angles. Et progressivement, sans qu'elle s'en rende compte, elle s'efface. Pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle a mis sa force au service de quelqu'un qui n'en avait pas demandé autant et qui, confortablement installé dans cette dynamique, n'a aucune raison de changer quoi que ce soit. La psychologie cognitive appelle cela un biais de renforcement négatif. Plus on récompense un comportement passif par notre propre suradaptation, plus ce comportement se consolide. En d'autres termes, plus tu travailles à maintenir la relation à flot toute seule, plus il se désengagera parce que son cerveau enregistre, sans qu'il en soit conscient, que tout fonctionne sans effort de sa part. Et toi, pendant ce temps, tu portes ce poids. Ce poids qui n'a pas de nom, mais qui pèse, qui comprime quelque chose quelque part entre les épaules et le sternum. Cette tension permanente d'une femme qui surveille sans cesse la température émotionnelle d'une relation, qu'elle est la seule à entretenir vraiment. Maintenant, voici la question que je veux que tu gardes avec toi pour la prochaine partie de notre conversation. Si tu étais une reine, est-ce que tu ferais tout cela? Est-ce qu'une femme qui connaît profondément sa valeur passerait ses nuits à décrypter les silences d'un homme qui n'a même pas pris la peine d'expliquer les siens? Je vais revenir sur cette image de la reine, parce qu'elle n'est pas une métaphore vide. C'est une description psychologique très précise d'un état intérieur qui produit des effets très concrets sur les relations. Mais avant ça, je dois te dire quelque chose d'important sur ce qui se passe quand on continue trop longtemps dans cette direction. Et je te préviens, ce n'est pas agréable à entendre, mais c'est nécessaire. Quand une femme s'engage durablement dans ce schéma d'hyperadaptation, d'effacement progressif, de don de soi sans réciprocité, quelque chose se met à s'éroser à l'intérieur, quelque chose de fondamental. Ce n'est pas spectaculaire, ça ne fait pas de bruit, ça ne ressemble pas à une crise. C'est une usure silencieuse, comme le bois qui se dégrade sous l'humidité sans qu'on le voie de l'extérieur. L'estime de soi fonctionne d'une manière que la psychologie a très bien documentée. Elle n'est pas un état fixe que l'on a ou que l'on n'a pas. Elle est vivante, elle fluctue, elle se nourrit de certaines expériences et s'abîme avec d'autres. Et l'une des choses qui l'abîme le plus profondément et le plus durablement, ce n'est pas l'échec. C'est de se trahir soi-même répétitivement. C'est d'accepter ce qui est inacceptable. C'est de nier ses propres besoins pour satisfaire ceux d'un autre qui ne te le demande même pas. Chaque fois que tu baisses ta limite, chaque fois que tu acceptes une réponse froide alors que tu méritais de la chaleur, chaque fois que tu restes alors que tout en toi voulait partir,
ton cerveau enregistre une information. Et cette information dit « je ne compte pas autant que lui ». Et avec le temps, cette croyance s'installe, elle s'enracine, elle devient une lentille à travers laquelle tu vas voir toutes tes interactions futures. Et voilà le danger véritable. Ce n'est pas seulement que tu souffres dans cette relation-là, c'est que tu sors de cette relation avec une image de toi-même légèrement abîmée, légèrement rétrécie, et tu portes cette image dans la suivante, et dans la suivante encore. Jusqu'au jour où tu n'arrives plus à distinguer ce que tu mérites vraiment de ce à quoi tu t'es habitué. Bueno, j'ai accompagné au fil des années beaucoup de femmes dans ce type de travail sur elles-mêmes. Et il y a un moment particulier dont je me souviens avec une clarté remarquable. Une femme, je vais l'appeler Marguerite, 62 ans, les cheveux gris coiffés avec une élégance discrète, assise dans mon cabinet avec les mains croisées sur les genoux dans ce geste très particulier de quelqu'un qui retient quelque chose. Elle m'a dit avec une voix parfaitement posée, presque douce, « Je ne sais plus ce que je veux, je sais ce qui le rend heureux et ce qui le contrarie. Mais ce que moi je veux, je n'arrive plus à trouver ça en moi. » Cette phrase m'a frappé. Pas parce qu'elle était exceptionnelle, mais précisément parce qu'elle était si ordinaire. Parce que combien de femmes auraient pu la prononcer, ce jour-là, dans combien de villes différentes, sans jamais avoir la possibilité de l'articuler dans cet espace? Ce que Marguerite décrivait, c'est ce que les psychologues appellent la dissolution du moi dans la relation. L'identité qui s'est progressivement fondue dans l'identité de l'autre au point que la frontière entre soi et lui devient floue, poreuse, presque inexistante. Et la chose déchirante dans tout cela, c'est que cette dissolution ne s'est pas produite dans un rapport de force évident. Personne n'avait contraint Marguerite. Elle l'avait fait avec amour, avec générosité, avec ce qu'elle croyait être de la force. Et c'est justement là que la psychologie nous apprend quelque chose de capital. Les relations les plus épuisantes ne sont pas toujours celles où il y a de la violence ou de la cruauté explicite. Parfois, ce sont celles où tu donnes tout et où l'autre accepte tout, confortablement, sans jamais rien imposer et sans jamais rien rendre. Puis voilà ce qui se passe quand tu attends trop longtemps pour agir. Et j'insiste sur ce mot, trop longtemps. Parce que le temps n'est pas neutre dans ses dynamiques. Chaque mois qui passe dans un schéma d'effacement, c'est un mois de plus où une croyance fausse sur toi-même se consolide. C'est un mois de plus où un homme apprend, silencieusement, que ton temps et ton énergie et ton attention et ton cœur sont disponibles sans conditions particulières, sans réciprocité exigée. Et pendant ce temps, ta jeunesse, non pas l'âge, la jeunesse de l'élan, de l'enthousiasme, de la curiosité pour la vie, cette jeunesse-là s'use dans une direction qui ne te nourrit pas. Alors maintenant, parlons de la femme qui agit comme une reine. Déjà, mettons de côté tout ce que ce mot pourrait évoquer de superficiel, d'arrogant ou de prétentieux. La reine dont je parle ici n'est pas celle qui regarde les autres de haut, c'est celle qui s'est regardée en face et qui a décidé de ne plus se mentir sur ce qu'elle mérite. En psychologie, on parlerait d'un niveau d'estime de soi sécure. Un état intérieur caractérisé non pas par l'absence de doute ou de fragilité, bien au contraire, mais par quelque chose de plus profond, de plus stable. La conviction fondamentale que l'on a une valeur intrinsèque qui n'a pas besoin d'être validée par l'extérieur pour exister. Et ce que la recherche en psychologie des relations nous montre, c'est que cet état intérieur produit des effets mesurables et remarquables sur la façon dont les autres se comportent envers soi. Déjà, une femme qui se perçoit elle-même comme ayant une haute valeur et qui agit en conséquence envoie un signal que le cerveau de l'autre capte immédiatement et auquel il répond de manière quasi automatique. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la communication non verbale profonde. C'est la différence entre une femme qui entre dans une pièce en s'excusant presque d'y être et une femme qui entre dans une pièce en sachant qu'elle y a parfaitement sa place. Et là, j'entends peut-être une objection qui monte. Tu te dis, mais je ne peux pas simuler ça si je ne le ressens pas vraiment. Et là, je dois te dire quelque chose d'extraordinairement important que la psychologie cognitive a découvert
et qui renverse l'intuition commune. Le comportement précède souvent la conviction intérieure, non l'inverse. La plupart d'entre nous attendons de nous sentir confiantes pour agir avec confiance. Mais la recherche montre que c'est fréquemment le contraire qui fonctionne. Quand tu agis comme si tu étais pleinement conscient de ta valeur, ton cerveau commence à mettre à jour sa représentation de toi-même. Ce n'est pas de la démagogie positive, c'est de la neuroplasticité appliquée. Avers, voilà un premier outil concret. Demain matin, avant même d'avoir vu un message, avant même d'avoir vérifié s'il a répondu ou pas, fais quelque chose d'entièrement pour toi, quelque chose qui n'existe que pour toi. Une tasse de café bu lentement, en regardant la lumière du matin, une promenade de 20 minutes sans téléphone, quelques pages d'un livre qui t'émeut. Ce n'est pas anodin. Ce geste dit à ton cerveau « Ma journée commence avec moi, pas avec lui ». C'est petit apparemment, et pourtant c'est le début d'un recalibrage profond. Mais il y a quelque chose d'encore plus fondamental dont on doit parler, et c'est la question des limites. Parce que le mot limite est souvent mal compris. On pense que poser des limites, c'est être froide, difficile, peu accommodante. On a peur que ça fasse fuir. Et là, je dois t'expliquer pourquoi c'est exactement l'inverse qui est vrai. Déjà, voilà comment fonctionne la psychologie masculine dans une relation. Et je vais être très direct parce que je pense que tu mérites cette clarté. L'homme qui est capable d'une relation profonde et équilibrée, l'homme de haute valeur émotionnelle, celui que tu cherches réellement, cet homme-là ne fuit pas devant les limites. Il les reconnaît. Mieux encore, il les respecte. Parce que dans son inconscient, une femme qui sait ce qu'elle accepte et ce qu'elle n'accepte pas est une femme qui se connaît, qui se respecte, qui sait qui elle est. Et ça, c'est magnétique. Ce qui fait fuir les hommes de haute valeur, ce n'est pas une femme qui a des exigences claires. C'est l'inverse, une femme sans limite, toujours disponible, toujours accommodante, toujours là, crée une dynamique où il n'y a plus de tension, plus de désir, plus de jeu. Le désir a besoin de espace. L'attraction a besoin d'un minimum de mystère, d'un minimum d'incertitude. Et une femme qui dit non parfois, qui a sa propre vie, ses propres projets, ses propres passions indépendantes de lui, cette femme-là maintient vivante la flamme de l'attraction. Mais attention, il ne s'agit pas de jouer la comédie. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être occupé ou de ne pas répondre stratégiquement pour le rendre jaloux. Ces tactiques superficielles ne tiennent pas dans la durée et elles ne correspondent pas à ce dont nous parlons ici. Ce dont nous parlons, c'est d'une femme qui est réellement pleine de sa propre vie, qui a réellement des choses qui comptent pour elle, des amis qui lui importent, des projets qui l'enthousiasment, une relation à elle-même qui ne dépend pas de lui. Et cette réalité-là, on ne peut pas la simuler. On peut seulement la construire. Alors construisons-la. Voici quelque chose que j'observe régulièrement et qui me frappe chaque fois par sa précision. Les femmes qui ont perdu cette plénitude intérieure, qui se retrouvent à orbiter autour d'un homme comme si leur propre vie était en suspens. En attendant ces nouvelles, ces femmes-là dégagent une énergie particulière que je pourrais décrire comme la légère odeur d'une pièce dont on n'a pas ouvert les fenêtres depuis trop longtemps. Ce n'est pas repoussant en soi, mais ça manque d'air, ça manque de vivacité, ça manque de cette circulation d'énergie qui rend une présence magnétique. À l'inverse, une femme qui vit pleinement, qui rit avec ses amis, qui se passionne pour quelque chose, qui voyage ou qui crée, ou qui lit, ou qui jardine, ou qui danse, peu importe l'activité, mais qui a quelque chose à elle qui lui appartient vraiment. Cette femme-là dégage quelque chose de très différent. Quelque chose de chaud et d'aéré à la fois, quelque chose qui donne envie d'être près d'elle, non pas pour la posséder ou la combler, mais pour s'exposer à sa lumière. Et là, les hommes, les bons, les vrais, ceux qui sont capables d'une relation adulte et profonde, les voilà qui s'approchent naturellement. Pas parce qu'elle a appliqué une formule, mais parce qu'elle est redevenue elle-même. Déjà maintenant, je veux te parler de quelque chose que les femmes de ma génération, les femmes qui ont 60 ans et plus, portent souvent d'une façon particulière. Et je le dis avec beaucoup de respect.
parce que je pense que c'est l'une des choses les plus injustes que la société leur ait transmises. Il y a eu, pendant des décennies, un message implicite adressé aux femmes. Un message qui disait « Ton rôle est de t'adapter, de t'effacer, de maintenir l'harmonie, de ne pas trop demander, de ne pas être trop difficile, de ne pas prendre trop de place. » Ce message n'était pas toujours dit à voix haute. Il était dans les modèles familiaux, dans les films, dans les magazines, dans les attentes du voisinage et de la famille élargie. Et beaucoup de femmes l'ont intégré si profondément qu'elles ne le reconnaissent même plus comme un message extérieur. Elles pensent que c'est simplement qui elles sont. Et c'est là que la psychologie peut offrir quelque chose de précieux. La capacité à distinguer ce qui appartient vraiment à soi de ce qui a été appris, intégré, souvent imposé, et qui n'a jamais été ton choix véritable. Bueno, parce que ce n'est pas être égoïste que de savoir ce que tu vaux, ce n'est pas être arrogante que de refuser ce qui te diminue. Ce n'est pas être difficile que d'attendre d'un homme qu'il se comporte avec toi comme tu te comportes avec lui. C'est simplement de la santé psychologique. Et la bonne nouvelle, la vraie, celle que j'aime le plus partager parce qu'elle est souvent une surprise pour beaucoup de femmes, c'est que la reconquête de cet espace intérieur, de cette solidité, de cette dignité, tranquille, elle n'a pas d'âge. Elle n'a pas d'âge du tout. Je connais des femmes de 30 ans qui sont complètement perdues dans des dynamiques de dépendance émotionnelle. Et je connais des femmes de 65 ans qui ont traversé la vie, les erreurs, les douleurs, les deuils parfois, et qui rayonnent d'une présence que les jeunes femmes leur envient sans même toujours comprendre. Pourquoi ? Ce que ces femmes de 65 ans ont, ce n'est pas la jeunesse, c'est la connaissance. C'est une profondeur tranquille. C'est cette façon de sourire qui dit « J'ai vu beaucoup de choses et rien de tout cela ne peut m'ébranler vraiment. » Et c'est peut-être la forme la plus puissante d'attractivité qui existe. Pas la perfection du visage, la solidité de l'âme. Maintenant, je veux te donner quelque chose de très concret. Parce que je sais que tout cela est beau en théorie, mais que tu as peut-être envie de savoir ce que tu peux faire demain matin au réveil. Alors voilà le premier changement psychologique fondamental que je t'invite à amorcer. Et je vais t'en donner plusieurs, alors reste avec moi parce que chacun d'eux est une pièce d'un même puzzle. Le premier, c'est ce que j'appelle le retour à l'intérieur. C'est l'habitude de te poser régulièrement une question très simple, mais extraordinairement puissante. Qu'est-ce que moi je ressens, là, maintenant? Pas lui, pas la relation, pas ce qu'il a dit ou n'a pas dit. Toi, que ressens-tu, toi? Cela peut sembler évident. Mais j'ai observé que beaucoup de femmes qui ont passé des années à s'occuper des autres, des enfants, des parents âgés, d'un mari ou d'un compagnon, ont perdu l'habitude de se poser cette question. Et quand on perd cette habitude, on perd aussi l'accès à ce qui devrait être le premier signal d'alarme, mon propre inconfort intérieur, parce que le corps sait, bien avant que la tête accepte de le reconnaître. Il y a cette tension dans les épaules qui apparaît chaque fois que tu dois lui téléphoner pour lui rappeler quelque chose qu'il aurait dû faire lui-même. Il y a ce léger serrement dans la gorge quand il change de sujet chaque fois que tu essaies d'aborder quelque chose d'important. Il y a cette fatigue particulière du dimanche soir, une fatigue qui sent le bois humide et la lumière basse, qui n'est pas celle du corps, mais celle de l'âme qui a trop donné cette semaine encore. Ce retour à l'intérieur, c'est le fondement de tout le reste, parce qu'on ne peut pas poser des limites saines si on n'arrive pas à percevoir quand elles ont été franchies. On ne peut pas agir comme une reine si on a oublié ce que la reine ressent vraiment. Le deuxième changement, c'est ce que j'appelle la réappropriation du temps. Et là, je veux être précis, parce que ce n'est pas anecdotique. Déjà, comment passes-tu tes journées, tes soirées, tes week-ends? Quelle proportion de ce temps est dédiée à quelque chose qui nourrit vraiment ta vie à toi? Et quelle proportion est occupée à attendre, à anticiper, à te préparer à lui consacrer une disponibilité mentale et émotionnelle qu'il n'a peut-être pas même demandée? Il y a une chose que la psychologie de l'attachement a bien montrée. Une femme qui remplit sa propre vie n'a pas le temps d'attendre. Elle reçoit, elle choisit, elle s'engage ou elle ne s'engage pas. Mais elle ne stagne jamais dans ce no man's land de l'attente qui mange l'estime de soi, à petite bouchée.
Alors la question concrète est celle-ci. Qu'est-ce qui te rendait vivante il y a 20 ans et que tu as peut-être abandonné progressivement en entrant dans une relation? La peinture, la musique, la lecture, les voyages, les amis du jeudi soir, le jardin, la cuisine explorée comme une aventure. Qu'est-ce que tu as laissé de côté, un peu inconsciemment, parce que tu t'adaptais? Reprends-le. Pas pour lui montrer quelque chose, pas pour paraître intéressante, mais parce que tu en as besoin, parce que c'est là que tu vis. Et quand tu vis pleinement, tu attires naturellement des personnes qui veulent vivre aussi. Le troisième changement, et celui-ci touche directement à la façon dont tu te comportes avec lui. C'est ce que j'appelle la communication royale. La communication royale ne crie pas, elle ne supplie pas, elle ne menace pas et elle n'implore pas. Elle parle, clairement, calmement, avec la certitude tranquille de quelqu'un qui sait que ce qu'il ressent mérite d'être entendu. Il y a une différence énorme entre dire « Pourquoi tu ne me réponds jamais ? Tu t'en fous de moi » et dire « Quand je t'envoie un message et que je n'ai pas de réponse pendant des heures sans explication, je me sens mise de côté. » Ce n'est pas ce que je veux dans une relation. La première phrase est une accusation. Elle met l'autre sur la défensive et garantit une réponse défensive en retour. La deuxième est une expression de soi. Elle dit ce que tu ressens, elle nomme ce que tu attends et elle laisse l'autre libre de répondre à cela. Mais elle dit aussi quelque chose de très clair sur toi. Tu sais ce que tu veux et tu n'hésites pas à le nommer. Et là encore, cette clarté est magnétique pour un homme de valeur. Parce qu'il n'a pas à deviner, à interpréter, à marcher sur des œufs. Il sait où tu en es. Et dans cette clarté, paradoxalement, il se sent plus en sécurité et plus attiré à la fois. Puis voilà pour la communication. Mais je veux aller un peu plus loin, parce qu'il y a quelque chose dont on parle rarement et qui est pourtant central. C'est la question du mystère intérieur. Et j'entends déjà peut-être une légère hésitation de ta part, parce que le mot mystère peut sembler un peu calculateur. Alors laisse-moi te le reframer autrement. Le mystère dont je parle, ce n'est pas le mystère artificiel de celle qui cache des choses pour rendre l'autre curieux. C'est le mystère naturel d'une femme qui a une vie intérieure riche, des pensées qu'elle n'étale pas toutes en même temps, des émotions qu'elle ressent profondément, mais qu'elle ne déverse pas au premier interlocuteur. Venue, une femme qui dit tout, qui partage immédiatement chaque anxiété, chaque peur, chaque besoin, dès les premières semaines d'une relation, ne crée pas de l'intimité. Elle crée de l'écrasement. L'autre ne peut pas absorber autant si vite. Et souvent, cet afflux d'émotions très tôt, très fort, très vite, est perçu comme un signe d'instabilité, même si ce n'est que de la sincérité. C'est profondément injuste, mais c'est ainsi que fonctionne la psychologie de l'attraction dans ses premières phases. La femme qui garde une partie d'elle-même pour elle, non pas par calcul, mais par profondeur naturelle, cette femme-là éveille une curiosité qui est une forme très puissante d'attraction. Il veut en savoir plus. Il revient, il pose des questions. Il s'investit parce qu'il sent qu'il y a quelque chose à découvrir. Et ce quelque chose, c'est toi, tout toi. Mais livré dans le bon rythme, avec la dignité d'une femme qui sait que son intimité est un cadeau, et non une monnaie d'échange pour obtenir de l'attention. Avers, laisse-moi te parler maintenant de quelque chose que j'appelle la position haute. C'est peut-être l'un des concepts les plus importants que je vais te partager aujourd'hui. En psychologie des systèmes relationnels, on distingue la position haute de la position basse dans une interaction. La position basse, c'est celle de celui qui cherche à être approuvé, validé, choisi. Celle de celui qui a plus à perdre et dont les comportements sont dictés par la peur de ne pas être suffisant. La position haute, c'est celle de celui qui évalue, qui observe, qui choisit, qui accueille l'autre, mais depuis un lieu de sécurité interne et non de besoin urgent. Et voilà ce qui est crucial. Dans toute relation naissante, l'une de ces deux positions s'établit très rapidement, souvent dans les premières interactions. Et une fois établie, elle est difficile à inverser parce que les deux personnes ont intégré leurs rôles respectifs. Si dès le début tu es celle qui attend ces messages,
qui s'adapte à son agenda, qui est toujours disponible, qui réaménage sa vie pour lui, tu t'es placé en position basse. Et même si lui est un homme bien, même si ses intentions sont bonnes, son inconscient a reçu le signal, et il se comportera en conséquence, souvent sans même s'en rendre compte. La position haute ne consiste pas à être distante ou froide, elle consiste à être présente et chaleureuse, tout en restant ancrée dans sa propre vie. Elle consiste à s'intéresser à lui sincèrement, tout en se rappelant que tu es là pour voir s'il lui mérite ton temps, pas seulement l'inverse. Ce renversement de perspective est immense. Parce que beaucoup de femmes entrent dans une relation nouvelle en se demandant « Est-ce qu'il m'aime assez ? Est-ce qu'il me trouve assez intéressante ? Est-ce qu'il va rester ?» Ces questions te placent automatiquement en position basse parce qu'elles font de lui le juge et de toi la candidate. La question de la position haute est différente. Elle dit « Est-ce que lui est quelqu'un avec qui j'ai envie de construire quelque chose ? Est-ce qu'il correspond à ce que je sais de ce dont j'ai besoin ? Est-ce qu'il me traite comme je mérite d'être traité ? » Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la sagesse. Et là, j'entends peut-être une question qui commence à se former en toi sur comment maintenir cette position quand on aime vraiment quelqu'un, quand on est investi, quand les émotions sont profondes et réelles. C'est une question très juste et je vais y répondre dans un instant parce que c'est peut-être le point le plus délicat de tout ce que nous explorons. Mais d'abord, je veux te parler d'une chose que j'observe souvent et qui me touche beaucoup. C'est la culpabilité. Il y a des femmes qui, quand elles commencent à reprendre leur espace, à poser des limites, à s'occuper d'elles-mêmes, ressentent une culpabilité. Une culpabilité qui dit « je suis égoïste, je deviens froide. Je vais le faire souffrir, je prends trop de place. » Et cette culpabilité, je veux te dire quelque chose d'important à son sujet. Elle n'est pas le signe que tu fais quelque chose de mal. Elle est souvent le signe précisément que tu fais quelque chose de nouveau, quelque chose qui bouscule un vieux schéma, quelque chose qui va dans le sens de ta santé et non pas de ta destruction progressive. La culpabilité saine dit « j'ai fait du mal à quelqu'un, je dois réparer ». La culpabilité toxique dit « je prends soin de moi, c'est mal ». Et cette deuxième forme de culpabilité, beaucoup de femmes la portent comme un poids invisible posé sur les épaules dès l'enfance et elles les accompagnent partout, dans chaque relation, dans chaque décision, dans chaque moment où elles essaient de choisir pour elles-mêmes. Reconnaître cela ne suffit pas à le dissoudre immédiatement, mais c'est le début. Parce que ce qu'on voit clairement, on peut commencer à le travailler. Maintenant, revenons à cette question sur comment maintenir sa dignité et sa position intérieure quand les émotions sont très fortes, quand on est vraiment amoureux. Déjà, voilà la vérité que la psychologie nous offre sur ce sujet, et elle est à la fois simple et profonde. L'amour vrai et le respect de soi ne sont pas en opposition. Ils se renforcent mutuellement. Une femme qui s'aime profondément aime mieux, parce qu'elle aime depuis un lieu de plénitude et non depuis un lieu de manque. Elle n'aime pas parce qu'elle a peur d'être seule. Elle n'aime pas parce qu'elle a besoin d'être validée. Elle aime parce qu'elle a choisi cette personne librement depuis sa force. Et cet amour-là est totalement différent de celui qui naît de la peur. L'amour né de la peur dit « reste parce que sans toi je ne suis rien ». L'amour né de la force dit « je veux que tu sois là parce que tu enrichis une vie qui est déjà belle ». Et le deuxième, crois-moi, est infiniment plus attirant, infiniment plus respecté. Alors voilà le quatrième outil concret que je veux te donner. Chaque fois que tu sentes que tu es sur le point de faire quelque chose depuis la peur, depuis le manque, depuis ce besoin urgent d'être rassuré, arrête-toi, même quelques secondes. Respire physiquement, lentement. Et pose-toi cette question. Est-ce que j'agis là en ce moment depuis ma force ou depuis ma peur ? Cette distinction va transformer la qualité de tes décisions dans une relation. Parce que les actions prises depuis la peur alimentent le schéma de dépendance. Et les actions prises depuis la force construisent la dynamique que tu cherches. Avers, je veux te parler maintenant de quelque chose d'extrêmement concret qui a à voir avec la façon dont tu te présentes,
non pas physiquement, mais énergétiquement. Parce que nous avons évoqué le signal que tu envoies, et je veux aller dans le détail de ce que cela signifie au quotidien. Pense-y de cette façon. Quand tu arrives à un rendez-vous, qu'est-ce que tu portes avec toi, au-delà de tes vêtements? Est-ce que tu arrives avec cette légère anxiété de quelqu'un qui cherche à être approuvé, cette tension dans la mâchoire et dans les épaules, cette vigilance de quelqu'un qui surveille les réactions de l'autre en temps réel pour décoder si la soirée se passe bien ou pas? Ou est-ce que tu arrives avec la plénitude tranquille de quelqu'un qui est là pour passer un beau moment et qui, quelle que soit l'issue, rentrera chez elle avec sa propre intégrité intacte? Ces deux attitudes produisent des conversations totalement différentes. Elles produisent des interactions totalement différentes. Et elles produisent des relations totalement différentes. La femme qui arrive anxieuse va se surveiller, va chercher à plaire, va adapter ses opinions à ce qu'elle croit qu'il veut entendre, va rire un peu trop fort à ses blagues, va se faire plus petite qu'elle ne l'est, réellement. Et lui, inconsciemment, va percevoir tout cela, pas de façon consciente et analytique. Mais quelque chose en lui va enregistrer. Elle cherche mon approbation. Et dans ce moment précis, le rapport de force s'établit. La femme qui arrive pleine d'elle-même va être vraiment là, présente, curieuse, directe. Elle va avoir ses propres opinions et ne pas hésiter à les exprimer avec douceur, mais avec clarté. Elle va créer des moments de légèreté authentique parce qu'elle n'est pas en train de jouer un rôle. Elle est simplement elle-même et lui va percevoir ça aussi. Et quelque chose en lui va s'éveiller, cette forme particulière de curiosité et de respect mélangé qui est le début de quelque chose de vrai. Bueno, voilà le 5e outil. Je l'appelle la présence complète. C'est la pratique délibérée d'être entièrement là où tu es, non pas divisé entre la conversation présente et les calculs anxieux sur l'avenir de cette relation. C'est le cadeau de ton attention pleine, offert à toi-même d'abord, à l'autre ensuite. Et maintenant, je veux aborder quelque chose que l'on n'aborde pas assez souvent et qui est pourtant l'un des points les plus stratégiques dans la psychologie de la séduction, surtout passé un certain âge où l'on peut avoir tendance à croire que le temps joue contre soi. Il ne joue pas contre toi, il joue pour toi si tu sais l'utiliser. Voici pourquoi. Une femme de 60 ans, ou plus qui a vécu, qui a aimé, qui a traversé des épreuves, qui a appris et qui continue d'apprendre. Cette femme-là possède quelque chose de rarissime dans le monde d'aujourd'hui, la profondeur. La vraie. Pas la profondeur simulée de quelqu'un qui pose des questions existentielles pour paraître intéressant. La profondeur de quelqu'un qui a réellement connu la douleur et la joie dans leur forme pleine et qui en est sorti avec une compréhension de la vie que les jeunes années ne donnent pas. Et cette profondeur, quand elle est portée avec une légèreté tranquille, avec ce sourire qui dit « j'ai traversé beaucoup et je suis encore là, rayonnante », c'est peut-être la forme d'attractivité la plus puissante et la plus rare qui existe. Je pense souvent à cette image. Il y a des vins qui sont bons à 20 ans et il y a des vins qui sont extraordinaires à 50 ou 60, pas parce qu'ils ont essayé d'être meilleurs, mais parce qu'ils ont eu le temps de devenir pleinement ce qu'ils étaient en puissance depuis le début. Tu es peut-être en ce moment de ta vie au seuil de cet extraordinaire. Mais pour y accéder pleinement, il faut faire ce travail intérieur dont nous parlons. Il faut se débarrasser de ces schémas appris d'effacement et de suradaptation. Il faut retrouver cette femme qui était là avant que la vie, les relations, les messages implicites de la société ne commencent à lui dire qu'elle devait se faire plus petite. Alors, voilà le 6e outil, et c'est peut-être le plus profond de tous. Je l'appelle la rencontre avec soi. Prends un moment dans ta semaine, régulièrement, pour être avec toi-même, sans distraction. Pas pour méditer de façon formelle si ce n'est pas ton tempérament, mais pour te retrouver dans le silence, avec un verre de thé chaud, dans ce fauteuil que tu aimes, avec la lumière douce du début de soirée, sans télévision, sans téléphone. Et dans ce silence, laisse venir ce qui veut venir. Les émotions, les pensées, les désirs, les craintes, observe-les sans les fuir et sans les amplifier.
Ce que tu vas découvrir dans ces moments de silence, c'est toi, ce que tu veux vraiment, ce que tu ne veux plus, ce que tu mérites et ce que tu refuses d'accepter encore. Et cette connaissance de toi-même est la base de tout le reste, parce que tu ne peux pas agir comme une reine si tu ne sais pas qui la reine est vraiment. Et la seule façon de le découvrir, c'est de s'arrêter assez longtemps pour l'entendre. Maintenant, je veux te parler de quelque chose d'extrêmement important sur ce qui se passe quand une femme commence à changer, quand elle commence à reprendre son espace, à poser ses limites, à projeter ce nouveau signal. Parce que la réaction de l'entourage, et en particulier de l'homme dans sa vie, ne sera pas toujours celle qu'elle espère dans un premier temps. Parfois, quand une femme commence à changer de dynamique, quand elle commence à être moins disponible, moins accommodante, plus claire sur ce qu'elle veut, l'homme dans sa vie peut réagir avec une certaine résistance. Il peut devenir plus froid, plus distant, parfois même plus critique. Et là, une femme peut paniquer. Elle peut interpréter cette réaction comme la preuve que le changement était une erreur, que ses limites font fuir, qu'elle aurait dû rester comme avant. Mais voilà ce que la psychologie nous dit sur ce moment précis. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est un test. Quand tu changes les règles d'un système, le système résiste d'abord. C'est normal. C'est mécanique. L'autre, inconsciemment, teste si le changement est réel et durable ou si c'est un moment passager après lequel tu vas revenir à l'ancienne dynamique. La femme qui tient bon, qui maintient sa nouvelle position avec calme et bienveillance, mais sans reculer, cette femme-là va voir quelque chose se transformer. Soit l'homme va s'ajuster et la relation va évoluer vers quelque chose de plus équilibré et de plus beau. Soit il n'en sera pas capable et la séparation, aussi douloureuse qu'elle soit, sera le signe qu'il n'était pas celui qui pouvait t'offrir ce que tu mérites vraiment. Et même dans le deuxième cas, tu ne perds pas. Tu te libères, puis il y a une dernière chose que je veux te dire avant que nous terminions ce voyage ensemble, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Tout ce que nous avons exploré aujourd'hui, les outils, les stratégies, les perspectives psychologiques, tout cela n'a de valeur durable que si la femme qui les applique le fait depuis un endroit de bienveillance envers elle-même. Non pas depuis la guerre contre ses propres faiblesses, non pas depuis la honte de ce qu'elle a accepté dans le passé, non pas depuis la colère contre les hommes ou contre les relations, mais depuis une forme de compassion pour soi-même. Une compassion qui dit « j'ai fait de mon mieux avec ce que je savais. J'ai aimé comme je pouvais. » Et maintenant, avec ce que je comprends de mieux en mieux, je vais faire autrement. Cette compassion pour soi-même, la psychologie nous montre qu'elle est le terreau le plus fertile de tout changement durable. On ne se transforme pas durablement depuis la honte. On se transforme depuis la douceur pour soi-même, depuis cette tendresse intérieure qui dit « tu mérites mieux et tu es capable d'aller le chercher ». Alors voilà ce que je te souhaite, vraiment au fond. Non pas une recette magique pour rendre un homme fou amoureux, non pas des techniques de manipulation pour avoir le dessus, mais quelque chose de beaucoup plus précieux. Retrouver qui tu es, cette femme extraordinaire, profonde, vivante, digne, qui était là bien avant qu'une relation ou une société ou un message implicite quelconque vienne. Lui dire qu'elle devait se faire plus petite pour mériter l'amour. Avère Marguerite, celle dont je t'ai parlé au début, eh bien je vais te dire ce qu'il s'est passé pour elle. Après plusieurs mois de ce travail intérieur, elle est revenue un jour dans mon cabinet, avec les mains posées sur les genoux de façon différente, ouverte cette fois. Et elle m'a dit avec une clarté dans la voix que je ne lui avais pas entendue jusque-là. Je sais maintenant ce que je veux. Et pour la première fois depuis très longtemps, ce que je veux, c'est quelque chose qui commence avec moi. C'est ça, agir comme une reine. Ce n'est pas une posture, c'est un retour à soi. C'est la décision tranquille et irrévocable de se traiter soi-même avec autant de respect et de tendresse que l'on offre aux autres. Et quand on fait cela vraiment, quand ce n'est plus une technique mais une vérité intérieure, alors le monde entier le perçoit. Et il répond en conséquence. Parce que les autres ne nous traitent pas comme nous le méritons.
il nous traite comme nous nous traitons nous-mêmes. Et c'est là, dans cette réalité à la fois exigeante et libératrice, que réside le vrai pouvoir de la femme qui a compris qui elle est.